Cela ne peut plus continuer. Soit il va y avoir la paix, soit il y aura une tragédie bien pire pour l'Iran que ce que nous avons vu ces derniers jours. Il reste encore beaucoup de cibles. Ce soir a été la plus difficile de toutes, et de loin, et peut-être la plus meurtrière. Si la paix ne vient pas rapidement, nous frapperons les autres cibles avec précision, rapidité et efficacité. La plupart peuvent être supprimés en quelques minutes. Il n'y a pas d'autre armée au monde qui aurait pu faire ce qu'on a fait ce soir. Il existe une bombe que l'Amérique ne montre jamais, une bombe conçue pour détruire ce que l'on cache à 60 mètres sous terre. Elle ne vise pas une ville ni une armée, elle vise les cœurs stratégiques d'un pays, tels que les silos, les bunkers et les secrets. La GBU-57, une ogive de 13 tonnes guidée par une précision chirurgicale, est transportée par l'avion le plus furtif, le bombardier le plus furtif du monde, le B-2 Spirit. Ce duo en fait n'est pas fait pour une guerre ouverte, il est fait pour envoyer un message très clair, silencieux, irréversible et dévastateur. Aujourd'hui, la question à laquelle je souhaite vous amener dans une réflexion profonde, elle est celle-ci. Quel est l'impact réel de l'usage de cette bombe, par exemple sur la frappe iranienne, sur les 3 sites principaux de production, de l'enrichissement, de l'uranium? Est-ce que cette frappe va-t-elle mettre fin au programme militaire de nucléarisation de l'Iran? Cette question, évidemment, bien sûr qu'elle repose sur un certain nombre de faits et de spéculations également. Pourquoi? Parce que ni vous, ni moi, ni vos fameux experts là sur les plateaux n'ont accès et n'auront pas accès à l'information ou à toute la totalité des faits. Pour la simple et bonne raison que ces personnes-là, comme moi, comme vous également, ne font pas partie du commandement intégré des États-Unis. Par contre, ce que l'on peut essayer de faire ici, c'est de pouvoir réfléchir de manière constructive, comme on dit en mathématiques, face à un problème donné, même si on n'est pas capable de prouver, de trouver la valeur explicite d'une solution, mais à minima d'apporter une preuve constructive. La preuve constructive ici consiste à quoi? À prouver l'existence de la solution. Donc, je prouve que la solution existe. Mais par contre, je ne suis pas obligé d'arriver à montrer la valeur réelle de cette solution. Si déjà je suis capable de prouver l'existence de la solution, on peut me donner et m'accorder le point parce que je suis dans une démarche constructive. Donc, j'ai été capable d'analyser le problème à tel point que j'ai pu démontrer que tel problème avait une existence de solution. Par contre, celui qui n'a pas la capacité d'en arriver à cette preuve d'existence de solution ne peut déjà pas postuler ou avoir à minima raison. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui ici, c'est plutôt d'aller dans ce sens-là. Et pour aller dans ce sens-là, faisons quand même un petit bref récapitulatif de cette arme, donc du bombardier et également de la bombe à question. Le B-2 Spirit, donc vous le savez déjà peut-être pas, peut-être ou peut-être pas, mais le B-2 Spirit, c'est l'un des avions les plus secrets de l'arsenal américain. Conçu pendant la guerre froide, il est capable de pénétrer n'importe quel espace aérien sans être détecté. Son profil radar est quasi inexistant. Il peut frapper n'importe où sur la planète de nuit en silence. Chaque fois qu'un avion vole, il laisse une trace que les radars derrière détectent, une empreinte si vous souhaitez. Et par rapport donc au B2, on nous dit quoi? On nous dit qu'il est unique en tant qu'appareil autorisé à transporter la fameuse bombe GBU-57, car il est le seul capable de s'approcher sans alerter les systèmes de défense avancés. Et le B-2 Spirit ne participe pas aux guerres visibles. Il est un outil de dissuasion silencieuse, de projection, de puissance et de menace implicite. En outre, vous avez quoi? La bombe GBU-57, cette bombe en fait est conçue pour les terrains les plus enfouis dans la terre, et on nomme en anglais donc appelé Massive Ordnance Penetrator. C'est une bombe de 13 tonnes conçue pour percer les sols les plus durs, les structures les plus enterrées.
Elle peut traverser de 18 à 60 mètres et un peu plus, 60 mètres de béton, armé ou de roche, avant de libérer sa charge explosive avec une précision inégalée. Elle est pensée pour les cibles invisibles, par exemple, donc effectivement, les bunkers nucléaires, les silos de missiles intercontinentaux, les centres de commandement enterrés, les installations sensibles en profondeur, comme certains sites nucléaires que l'on a pu voir, le fameux site Fordo de l'Iran. Son utilisation, bien évidemment, en outre, n'est pas fréquente, mais quand elle est déployée, le signal est clair, nous savons où sont vos secrets et nous pouvons les effacer. Ça, c'est la doctrine militaire américaine. Je vais pouvoir vous donner maintenant un élément très stratégique ici concernant l'usage de cette bombe en question et du décollage du B-2 en question. En 2023 déjà, l'US Air Force a effectué une démonstration de frappe avec cette GBU-57 lors d'un exercice dans le Nevada, largement relayé par le Pentagone. Ça, c'est un signal qui est envoyé pour les autres puissances telles que la Chine ou la Russie. Mais ce tir n'était pas un test ordinaire, bien évidemment. Le timing, en pleine montée des tensions à l'époque déjà avec l'Iran, sur ces sites nucléaires, déjà en 2023, et la communication officielle indiquait autre chose. La dissuasion, la crédibilité dissuasive, c'est le message principal qu'il faut voir là derrière. Dans le langage stratégique, évidemment, c'est quoi en fait? Quand on dit la crédibilité dissuasive, c'est de dire quoi? C'est la capacité pour une puissance à prouver à l'ennemi qu'elle est prête et capable de frapper sans avertir si ces lignes rouges sont franchies. Donc, si vous franchissez un certain nombre de lignes que je considère comme rouges, alors je suis capable d'utiliser mon arme stratégique, ici en l'occurrence l'appareil B-2 et la bombe GBU en question. Donc, c'est vraiment le cœur aujourd'hui de la dissuasion moderne avec Donald Trump. Il y a de cela une semaine à peu près qui disait que il fallait commencer à envisager une solution plus dure envers l'Iran. On a vu par là des images de manœuvres de cet appareil en question, le fameux B-2, qui est donc le seul appareil capable de transporter cette fameuse bombe GBU-57. Ça, c'était déjà une démonstration. Alors, la démonstration, elle est discrète, mais elle est également implicite. Derrière l'implicite, bien sûr, se cache l'explicite, le message envoyé. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez quoi? Vous avez aussi dans l'une des projections, dans le message qui est envoyé dans cette frappe, c'est un message également envoyé aux grandes puissances rivales des États-Unis, la Chine et la Russie, plus parler de manière très concrète. Alors, l'Europe ne compte pas, bien évidemment, vous avez bien compris. Et il y a dans ce message envoyé, il y a cette capacité en fait combinée des forces armées américaines. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons, donc les États-Unis, le message que les États-Unis envoient à la Chine et la Russie, nous avons une invincibilité aérienne, une furtivité radar avancée à travers donc cette masse de B-2 de portée mondiale et d'une bombe capable de neutraliser une cible profondément enterrée avec certitude. C'est un avantage asymétrique parce que évidemment les États-Unis peuvent frapper le cœur du pouvoir d'un État sans guerre conventionnelle, sans invasion, sans occupation. Voilà réellement le message qui est envoyé et vous pouvez également le constater à travers le message que Trump a pu tenir juste après la fameuse frappe en disant que aucune autre nation sur Terre n'aurait pu faire avec même une approche similaire ce que l'armée américaine a pu faire face à cette frappe en question. Donc là, c'était clairement un message clair et net envoyé à la Chine et à la Russie. Je vais terminer ici en disant quoi, en vous faisant un point maintenant parallèle avec une réflexion concernant l'intelligence artificielle. Vous allez peut-être me dire c'est quoi le lien, etc. En l'occurrence, ici, on nous parle de six bombes qui auraient été larguées sous ces sites en question. Mais imaginez que la guerre également est un moment opportun pour pouvoir tester les nouvelles armes. La guerre également permet justement, pendant ce laps de théâtre militaire, de tester ces nouveaux joujoux, de voir réellement quelle est la capacité de nos solutions mises sur pied.
Et j'ai déjà fait le lien maintes fois à plusieurs reprises en vous disant que toute technologie là d'ailleurs, Internet, la blockchain, aujourd'hui l'IA et même demain le métaverse, toutes ces technologies là proviennent d'abord du militaire vers le civil. Donc si vous aujourd'hui vous utilisez l'intelligence artificielle, sachez que le militaire avait déjà accès à cela bien avant vous, tels que donc la DARPA par exemple et le Pentagone bien évidemment qui est là pour gérer tous ces organismes en question, la NSA bien évidemment. Toutes ces officines et ces organisations avaient déjà accès à l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces organisations avaient déjà étudié un certain nombre d'implications, un certain nombre de solutions que l'IA pouvait offrir. Et là en particulier, la question militaire est une question essentielle. Lorsque la technologie descend maintenant du côté du civil, c'est parce que quelque part nous avons au niveau de ces grandes organisations du gouvernement américain qui donc le plus souvent l'entité qui fournit en masse cette technologie. C'est l'idée selon laquelle lorsque le civil acquiert cette nouvelle technologie, c'est parce que quelque part on a déjà enlevé tout le substrat militaire de cette technologie-là, enlevé le substrat militaire. Donc il ne reste quoi? Il ne reste que maintenant la partie civile où l'on va plutôt créer des applications de consommation pour la société, etc. Mais voici maintenant le lien. Le lien, il est quoi? Imaginez que tout un ensemble, au travers de ce que je viens de vous dire, d'études de l'usage de cette technologie sur le plan militaire, face à la frappe ou pendant la frappe que les États-Unis ont pu mener en Iran, les 6 bombes qui ont été larguées, vous imaginez peut-être que, en toute plausibilité, bien sûr, en toute plausibilité, on va le dire comme ceci, que la 5e bombe ou la 6e bombe aurait été quelque chose de ciblé, exécuté par une arme intelligente, au sens vraiment intelligente. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces outils-là, c'est quelque chose de très très complexe à plusieurs variables. On va intégrer des IA qui sont capables en fait de comprendre, de lire un environnement tel que un chasseur bombardier, un pilote, ou évidemment un expert du terrain aurait pu comprendre toutes les nuances du terrain. Pourquoi? À quelle profondeur est la cible? Quelle est la composition du sol? Quel système au pluriel de défense la protège? D'accord? Quelle sera la réaction de l'ennemi après la frappe? Donc, on est véritablement dans quelque chose d'intelligence artificielle militaire. Et il faudra s'y habituer de plus en plus. Je pense, et je suis, en tout cas, dans un doute raisonnable, dans une preuve constructive, je pense que l'IA militaire a été utilisée durant cette frappe, en fait. Bon, bref. Revenons à la question maintenant cette fois-ci. La question maintenant cette fois-ci que j'ai pu poser dès le départ. Vous imaginez bien que l'Iran, on va dire les décisionnaires du régime iranien s'en doutaient bien de cette frappe. Et si ils s'en doutaient bien de cette frappe, il est fort à parier que un certain nombre de centrifugeuses ou un certain nombre d'archives du programme en soi ait été déplacé bien avant la frappe en question. Et de même que les États-Unis le savaient déjà, puisque on nous annonçait déjà depuis une semaine ou 2 ou 3 jours à peu près des manœuvres du B2 à travers les écrans, les images. Donc il y avait déjà une forme de message envoyé avec un certain point de vue très explicite. Donc quelque part, quand on met tout cela bout en bout, on se rend compte que peut-être, je précise bien peut-être, je reste bien dans l'expectative et je pose simplement la question, peut-être que là, ce qui s'est passé, c'est la raison principale pour laquelle je parle de la crédibilité dissuasive, du fait que ça c'est un premier message qui est envoyé. Maintenant, en fonction de la réaction de l'Iran, je dis bien en fonction de la réaction de l'Iran, on va peut-être maintenant entrer dans le vrai, dans le réel. Et à partir de là, on pourra vraiment avoir des réponses plus concrètes. Mais à l'heure actuelle, sur cette frappe uniquement que les États-Unis ont menée sur l'Iran,
on ne peut pas parler pour l'instant de réel, il n'y a pas de conclusion en soi. La seule conclusion que je vois ici à l'heure actuelle, c'est de la crédibilité dissuasive. C'est un message que les États-Unis envoient à la fois à l'Iran, mais à la fois également au monde entier, mais précisément à la Chine et à la Russie. C'est à ce niveau qu'il faudrait voir la grille de lecture et comprendre les choses véritablement, sans conclure avec une spéculation qui pourrait vous amener dans des théories farfelues, etc. Je sais, vous comme moi, on a plein de théories en tête, on aimerait les partager, mais ici, il est essentiel plutôt d'aller sur une grille de lecture qui fasse sens, qui est cohérent. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement dire que c'est une crédibilité dissuasive qui a été envoyée lors de cette frappe. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette analyse et la prochaine fois, en fonction des événements, en fonction de l'évolution des choses, on pourra entrer de manière plus profonde dans le sujet et apporter une analyse encore beaucoup plus pertinente. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.